les années 70 et 80. J'ai découvert Claude Vigée la saison qui me vit accéder à ma maturité religieuse. J'avais 13 ans. J'avais été reçu au baccalauréat. Ma mère, très fière, mais extrêmement pratique, voulut battre le fer. Nous allons fêter la chose, dit-elle. Tu feras ta bar mitzvah en même temps. Elle était pratiquante, j'étais arrogant. Je suis libre, clamai-je. Taratata, répliqua-t-elle, ta bar mitzvah d'abord, sans quoi tu n'auras pas de livre. Je cédai, elle réclama une liste de bouquins, et parmi eux, je notai l'été indien. Ainsi, mesdames et messieurs, Vigée a-t-il été très tôt un compagnon, et si j'ose ce mot, un compagnon de vie. Il a été et sera un essentiel, ou pour reprendre la magnifique expression de Charles Dubos, il appartient à ce ciel des fixes sous lequel j'ai tenté d'irriguer mon travail personnel, voire mon travail éditorial. Il est des livres que l'on édite par coup de cœur ou après mûre réflexion. Il en est d'autres auxquels on rêve mystérieusement sans les définir avec exactitude. Ainsi, les 3 opus, Mélancolie solaire, L'extase et l'errance, L'Altier, le monumental, Rêver d'écrire le temps, paru ces dernières semaines, et qui, en ces fêtes de Tishri, est un somptueux présent que nous offre le poète. Il me vient à l'esprit un vers d'un grand, que je pratiquais avec effusion en mes vertes années, Stéphane Mallarmé. Le splendide génie éternel n'a pas d'ombre. C'est dans son toast à Théophile Gautier. Je ne canonise pas, j'indique, à mes yeux seulement, la cime. C'est nécessaire quand tant de débâcles et d'égarements nous servent. Adolescent et plus tard jeune homme, puis homme mûri, je lus, je crois, la plupart des livres de Vigée. Il m'a paru alors comme l'un des poètes et des prosateurs de langue française les plus en vue, et peut-être de nos jours parmi les 2 ou 3 plus grands, me semble une lapalissade. Des années, et plus intensément s'il advenait que je me rendisse à Jérusalem, je le poursuivais comme on court après un spectre. En vain. Nos chemins divergeaient toujours. Il était en Alsace ou à Paris, et je reprenais l'avion, moins dépité, que nourri de l'idée qu'un poète étant le pont qui mène à nos hauts lieux, il valait mieux que cet enchantement se poursuivît par lunes interposées et ne s'incarnât pas. Or voici que, reprenant mon activité éditoriale, je vous le disais, amorcée au début des années 70, interrompue par force majeure, je reçus un manuscrit d'Anne-Monique. Par elle, ce qui avait été impossible prit corps. Elle avait écrit sur Vigée, ça je le savais, et elle le connaissait. 45 ans après le premier choc de l'été indien, je pus enfin lui serrer la main. Il n'est rien qu'on veuille qui ne s'accomplit. Que je sois l'éditeur d'une somme, ainsi se lit pour moi la vie de Claude Vigée, telle qu'il la décline en Mélancolie solaire, me semble ressortir au meilleur de ce que la littérature offre. Une rencontre et un long cheminement, à l'insu souvent de l'écrivain. Plutôt que de vous faire tout un discours sur ce que serait un éditeur, ce qu'est un écrivain, ou ce que serait la littérature pour un éditeur, j'ai voulu vous rapporter le tempo de ma quête. Je n'imaginais pas que je serais l'éditeur de Claude Vigée, plutôt l'un de ses éditeurs. Il me suffit d'avoir été celui de ce Rêver d'écrire le temps que nous célébrons ce soir et des 2 autres publiés en 2009. J'ai souvent rêvé enfant et même plus tard homme fait à ce processus de pure incarnation. Les dieux qui président à cette relation étrange et intemporelle, lecteur-auteur, ont été bienveillants. Je n'en suis pas flatté, j'en suis émerveillé. Ce type d'élection, seule la littérature y donne droit. À présent, je laisse la parole à Anne-Monique, non sans vous dire combien il m'est agréable de vous remercier d'avoir agréé mon invitation. Merci. Je crois qu'on peut dire que ceci est un livre important. C'est un ensemble de... C'est une réédition des essais littéraires très importants de Claude Vigée. On trouve aussi le complément dans les livres publiés récemment par Parole et Silence. Donc en fait, ça veut dire que l'ensemble de l'œuvre critique de Claude est réédité et est accessible. L'idée est venue à Daniel Cohen de publier, de republier les essais de Claude en 2009. Auparavant, L'Extase et l'errance a été republié.
Et là, j'avais demandé à Claude puis à Daniel l'autorisation d'écrire une préface, de sorte qu'il y ait une mise en valeur et une mise en perspective de l'ensemble de ces essais. Et ensuite, donc ça a été quand même un certain travail de créer ce livre. Un livre, c'est quelque chose de substantiel. Hein. Donc, c'est passé par scanner les textes, c'est passé par les relectures et surtout la structuration. J'ai opté pour une structuration qui mette en valeur les axes essentiels, me semble-t-il, de l'œuvre critique de Claude, qui est indissociable de son œuvre poétique. Le premier axe, c'est la critique de la pensée occidentale, notamment cette pensée qui a donné à Auschwitz. Je crois que ça, c'est essentiel. Ensuite, la démarche n'est pas uniquement critique, elle est une démarche de reconnaissance. Reconnaissance de l'œuvre des autres, reconnaissance de la voix des autres. Claude, quand il écrit sur une œuvre, sur Baudelaire, sur Malraux, sur Albert Camus, ne considère pas le texte comme une chose autonome, comme une forme. Il considère l'œuvre comme celle d'une voix, d'une subjectivité qui a parlé et qui rend compte de l'expérience humaine. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça contraste avec la critique littéraire telle qu'elle s'est donnée à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je crois que là, rendre compte de l'expérience individuelle et donner son droit de citer à la subjectivité sont deux choses essentielles. Et je crois que c'est pour ça que l'œuvre de Claude Vigée est très importante et mérite d'être repropulsée vers l'avenir. D'autant que la troisième partie, c'est ce qu'on pourrait appeler une poétique du son, une poétique de la voix, qui a été ensuite reprise par Henri Buchonic. Mais Claude Vigée est quand même celui qui a été, le premier, si on peut dire. Donc voilà ce qui donne ce livre, Rêver d'écrire le temps, de la forme à l'informe. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que Claude est là et donc je crois que c'est à lui de parler. Et peut-être pouvez-vous nous éclairer, parce que rêver d'écrire le temps, je pense que tout le monde comprend. Vous avez dit que le rôle du poète, c'était de sculpter le temps, ça vous l'avez dit même très très jeune, hein, dans la lutte avec l'ange. Mais ce qui peut-être peut surprendre, c'est de la forme à l'informe, parce que justement c'est complètement contraire à toute la critique littéraire, le jugement de goût kantien et toutes ces choses qui ont grandement influencé la vision de l'œuvre d'art et de l'œuvre poétique dans notre époque. Donc de la forme à l'informe. Comment vous pouvez nous éclairer? C'est paradoxal. Oui. D'abord, je suis très ému par votre présence à tous et à toutes. Et je voudrais l'exprimer très brièvement, car ce soir, ce livre qui paraît, c'est l'œuvre évidemment de l'éditeur Daniel Cohen, mais secondé de façon extraordinaire par le travail éditorial justement et structurant d'Anne, aidé par son mari. Pour cela, je leur en suis infiniment reconnaissant. Ce que j'ai appris, c'est que dès la jeunesse, quelque chose nous pousse à manifester la temporalité, la fuite, la perte, justement par des formes immuables, des formes presque contraignantes, mais dans un second temps, et ça je l'ai connu beaucoup plus tard, cette phase elle-même amène à ce que j'appelle l'informe, c'est-à-dire le démantèlement, pas la destruction exactement, mais le morcellement. La fluidité, le retour à
visible, ce que j'appelle l'informe. Et ceci, cette idée d'un second temps, où le roc sculpté du langage redevient océan, redevient feu, ou lave parfois. Ça, c'est la découverte de mon extrême vieillesse. D'où les deux titres qui semblent se contredire. Pour cela, Daniel Cohen l'a très bien compris, et Anne également. Pour cela, pour avoir accepté cela, et le côté inquiétant de cette expérience, je leur en suis infiniment reconnaissant. Je veux le leur dire ici, ce soir. À Anne, son mari dit, à Daniel Cohen, je vous dis à tous, non seulement merci du fond du cœur, mais je leur dis, en reprenant mon enfance alsacienne, je leur dis, vielmals merci. Vielmals merci, c'est beaucoup plus que merci, bien sûr. Et je n'oublierai pas non plus ce petit vers qu'on trouve dans une œuvre de ma jeunesse. Le désir accompli est un arbre de vie. Que pour vous tous, et moi en premier lieu, le désir accompli joue le jeu, joue le rôle de l'arbre de vie. Voilà ce que je vous souhaite. Et pour cela, ça valait la peine. Je crois. Merci. Je vais peut-être lire un passage de votre livre. Si vous voulez. Hein? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à lire maintenant. Hein. Oui, je sais bien. J'avais relevé plusieurs passages justement pour illustrer chaque temps, mais je vais en choisir quelques-uns parce qu'on ne va pas prolonger ça. Le livre peut être lu comme une anthologie qui compléterait les publications de Paroles et Silences actuelles. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas, les autres livres sont épuisés depuis longtemps. Ceux d'autres éditeurs, on ne les trouve pas. Ils ne sont pas réédités. Alors pour eux, pour cela, ceci c'est une source. Mais comme c'est en même temps structuré, c'est également une initiation. Voilà, pas juste une source. C'est une anthologie qui serait en même temps révélation. Le mot est peut-être trop prétentieux, mais un guide. Alors, entre les livres récents, ces quelques dernières années, de Paroles et Silences, et ces livres, il y a un lien intime. Oui, et puis comme ça, bon, la plupart quand même de vos essais importants sont republiés, c'est essentiel. Et le mot que vous avez employé tout à l'heure,